There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Redcast. Vous le savez, c'est votre podcast francophone dédié à la franchise NBA des Portland Trail Blazers. Et alors que le soleil brille en France, certains fans des Blazers pleurent des départs, tandis que d'autres, saluent l'arrivée d'un nouveau joueur. Vous l'aurez compris, on va aborder pour cet épisode la trade deadline des Blazers. Et pour ce faire, il y a de nouveau Adrien. Comment vas-tu ? Hello Lilian, écoute, ça va. On est content de l'arrivée déçu d'un des deux départs et voilà, et content d'être là aussi surtout. Et comme lors du précédent épisode, Enzo est également là pour nous accompagner. Alors, il vient remplacer au pied de V Romain qui a eu quelques soucis, quelques soucis d'ordre audio. Donc, comment tu vas Enzo ? Et merci à toi d'avoir pu d'être le remplaçant de luxe pour cet épisode du Ripcast. Ouais, de luxe carrément. Non, mais très très content d'être là. Ravi de pouvoir aider. Et puis comme Adrien le dit, un peu triste pour Gary, mais content de l'arrivée quand même. Et de Gary erroné quand même, parce qu'on l'oublie dans le trade, le pauvre. Mais oui, mais tout devrait bien se passer. Et ravi de pouvoir aider sur le fil. Et d'autant que c'est toi qui as écrit le dernier article dernier article de Blazers France sur Gary, juste quelques heures avant qu'il soit tradé. Donc on va dire que tu lui as rendu un bel hommage juste avant son départ pour Toronto. Un hommage, ouais. Moi, j'étais surtout en mode, allez, faut continuer à croire. Il est dans une mauvaise passe, ça va bien se passer. Puis le pauvre, il part de quelques heures après. Mais un jeune en moins à étudier cette année. Dommage. Mais s'il y a des fans des Raptors qui écoutent ce podcast, pourquoi pas, ils peuvent aller voir cet article d'Enzo et ils verront les enjeux de cette fin de saison pour Gary Trent Jr. Donc voilà, avant on va parler de Norman Powell, on va beaucoup en parler, mais voilà, on va également revenir sur le début de l'épisode sur Gary justement, mais également Rodney, important de ne pas l'oublier quand même. Et voilà, on va essayer de voir comment Norman Powell va pouvoir s'intégrer à cette équipe des Blazers. Mais juste avant de commencer, on vous invite comme d'habitude à vous abonner sur YouTube ainsi que sur les différentes plateformes où vous pouvez écouter le Ripcast. Mais tout de suite, on est parti pour la trade deadline 2021 des Blazers. Peut-être avant toute chose, messieurs, j'ai envie de vous demander un petit avis assez court en quelques secondes sur ce trade entre Portland et Toronto, parce qu'on essaye toujours de retirer un gagnant d'un trade. Mais moi, je le vois un peu différemment. Je me dis que là, c'était peut-être un échange gagnant-gagnant. Alors, on va peut-être dire que je suis dans le monde des bisounours, mais voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que vous aussi, messieurs, vous pensez que les deux équipes y trouvent leur compte dans ce trade. On va commencer avec toi, Enzo. Ouais, clairement. Pour moi, ça fait très bizarre parce que les deux fanbases semblent s'être un peu liées, parce elles sont très heureuses, elles étaient très très contentes de leurs deux protégés en soi, qui ont fait les chemins inverses. Et non, en soi c'est gagnant-gagnant. Les Raptors gagnent deux joueurs toujours utiles. Gary Trent qui est dans une forme olympienne depuis la bulle, qui connaît un petit passage à vide, certes, mais qui devrait avoir un beau contrat à la fin de l'année. Pourquoi pas aux Raptors ? Et Portland qui récupère un sixième homme possible, qu'ils intègrent même dans le 5, qui peut les aider à faire un bon push en play-off. Donc gagnant-gagnant, c'est le mot. Pour toi aussi, Adrien, c'est le mot, gagnant-gagnant ? Ouais, je suis d'accord, carrément. Nous, on est dans un win now et on récupère un joueur qui est sur le papier meilleur que Gary Trent Jr. Rodney Hood, je l'exclus un petit peu parce que
Je pense qu'il n'était pas assez bien revenu, même si on va en parler en détail après. Et de l'autre côté, les Raptors qui ont un bilan, voilà, on ne sait pas trop si ça va jouer les playoffs encore, donc ils récupèrent potentiellement un joueur pour l'avenir, comme l'a dit Enzo. Deux joueurs assez similaires au niveau du contrat, parce on n'est pas sûr qu'ils vont rester en tout cas, mais voilà, je pense qu'on est sur un move gagnant-gagnant, et même Rodney Hood, il peut s'insérer aussi. On l'a vu sur le match d'hier contre nous, il a encore quelques beaux restes, et ça peut aussi être un joueur intéressant dans le collectif des Raptors. Ouais, c'est vrai que bah voilà, on enregistre juste après le match de Toronto, et c'est vrai que Rodney fait peut-être le meilleur match de sa saison contre nous. Donc tant mieux pour lui. Et justement, on va en parler de Woody. On va revenir un petit peu sur les aventures de nos désormais ex-Blazers, qui vont peut-être faire les beaux jours de Toronto. Donc on va commencer avec Rodney, et c'est un peu une belle coïncidence, c'est qu'il était lui aussi arrivé à Portland lors d'une trade deadline. Alors il y a plusieurs passages quelque peu, on va pas dire peut-être pas mémorables, mais qui sont marquants de Rodney avec les Blazers. Si vous deviez en retenir un, ce serait lequel? Adrien, toi la parole. Bah, je pense que je vais pas être très original, mais c'est son fameux shoot contre Denver dans la série face aux Nuggets lors de nos playoffs 2019. On se souvient tous de ce match qui avait fini à 8h du matin. Je pense qu'on se souvient tous en tant que fans des Blazers d'où on était à ce moment-là. Première fois qu'on peut-être finit un match au boulot. Ouais, c'est incroyable, un match avec 4 overtime avec ce shoot à 30 secondes de la fin sur ce rebond de McCollum, et juste incroyable. Il fait un super match aussi d'ailleurs à l'occasion, je crois qu'il met 25 points, et ouais, shoot incroyable dont on se souviendra tous, match au Moda Center en plus, donc c'est assez fou, et je pense qu'on se souvient tous, comme j'ai dit, de l'endroit où on était à ce moment-là. Le match a duré, je crois, 4 heures, ou je sais plus exactement. C'était assez mémorable. Ouais, c'est vrai, il avait notamment, en plus de son shoot, fait une énorme quatrième période de prolongation. Ça fait bizarre de le dire encore aujourd'hui, mais voilà. Il y avait bien eu 4 prolongations face à Denver lors du Game 3. Et toi, de ton côté, Enzo, est-ce que tu retiens peut-être, alors il y a forcément cette performance, mais est-ce que toi, t'en as une autre en tête qui te vient là? Forcément la même performance. Parce que moi, je suis friand des histoires croustillantes, etc. Le fait que, juste avant d'entrer son tir, il parle aux 2 rookies à l'époque, Gary et Anthony, pour leur dire, si je rentre là, je mets le tir de la gagne. Il le met, enfin, moi, je kiffe ça. Mais, non, tout simplement, le fait qu'il revienne la saison d'après, avec des standards de feu, un pourcentage à 3 points incroyable, et, juste avant sa blessure. Mais non, il partait sur de très très bonnes bases. Il était même intégré dans le 5 majeur. Et il avait dit qu'il fait la ville, qu'il fait l'ambiance, avoir repris goût au basket grâce à Portland et à son environnement. Donc non, rien que l'histoire du joueur, moi, m'a plu, m'a marqué, et en vrai, j'étais très attaché. Ouais, c'est vrai que même s'il montrait pas forcément, c'est pas un joueur très démonstratif, Rodney Hood, même si d'après les échos des joueurs dans le vestiaire, c'est plutôt quelqu'un de marrant. Ça paraît difficile à croire, mais apparemment c'est le cas. Et c'est vrai, voilà, comme tu l'as dit, il a vraiment retrouvé goût au basket. Portland a cette cette petite magie que certains joueurs puissent retrouver leur niveau d'antan. Et donc voilà, comme on vous l'avait dit, on est un peu le centre de rééducation de la NBA. Si t'es pas bien, tu viens faire une pige à Portland, et après on te remet sur les bons rails pour relancer ta carrière. Voilà, même si malheureusement de temps en temps ça marche pas toujours. Hein. On a aussi d'autres exemples là-dessus. Non, mais faut que la carrière, faut qu'il y ait du potentiel aussi, faut pas abuser quand même. Mais voilà, voilà, Romain, lui, qui aurait dû participer à ce podcast jusqu'à ce qu'il y ait eu des petits problèmes, lui mentionnait également son match face à Charlotte, qui était l'un de ses tout premiers, et qui avait vraiment, qui était en gros qui signait en gros le début de l'aventure de Rodney Hood à Portland, qui avait lancé ensuite son aventure. Donc voilà, il fallait un peu mentionner Rodney Hood, qu'on a l'impression qu'on oublie souvent dans ce trade, qu'on met de côté par rapport à sa saison sur la pointe des pieds. On sait que parfois les fans ont la mémoire courte, donc voilà, il fallait bien quand même se remémorer quelques passages de Rodney. Et maintenant on va terminer avec le chouchou de la Blazers Nation, on peut le qualifier ainsi, c'est Gary Trent Jr. Alors qui suit en
entre guillemets les traces de son père qui lui aussi par le passé a joué à Toronto comme il a joué à Portland. Adrien, retrace-moi un peu le début de carrière de JTG qui a donc fait ses débuts en NBA avec Portland. Ouais, Gary, il fait partie de cette longue liste de joueurs sélectionnés fin de premier, début deuxième par Neil Olshey, qui est un style, hein, on peut le dire, hein, 37e tour de draft. Il arrive d'une grosse université qui s'appelle Duke, qui produit un très bon basket. C'est une des équipes qui ressemble le plus à une équipe NBA finalement. Donc il a rapidement su s'adapter à l'équipe, même si la première saison il joue quasiment pas. Il fait beaucoup de G-League. Il fait des grosses perfs à l'époque, mais la G-League ça vaut ce que ça vaut. Et il gagne entre sa première et sa deuxième saison la Summer League, il me semble, avec nous. C'est l'année où on gagne la Summer League. Et après ça, il fait donc du coup sa deuxième saison en NBA, donc la saison dernière. Il fait une super saison où il se montre surtout en deuxième partie de saison, et notamment la bulle qui a été vraiment le révélateur de Gary, qui était une révélation même sur le plan de la NBA au total, hein. C'était une grosse révélation de la bulle, pas que pour Portland. Et cette année, encore une fois, voilà, sa cote elle a explosé, et il a clairement assumé son rôle en l'absence de CJ McCollum, avec des grosses perfs et en étant le deuxième scoreur. À côté de Dame, il est en constante progression, Gary, depuis qu'il est arrivé en NBA. C'est un gros bosseur. Il avait déjà des gros pourcentages de shoot à Duke. C'était déjà un shooter sur le papier. Mais s'il est sorti au deuxième tour, c'est qu'il n'avait pas encore un bagage assez clair. Et là, il est en train de montrer qu'il a une panoplie offensive incroyable et qu'il est même capable de prendre les choses en main. Moi, je me souviens du match contre les Sixers qu'on joue sans Damian Lillard, où c'est lui clairement le patron de cette équipe-là, et il montre juste que c'est un futur top 15 peut-être à son poste en NBA, ou en tout cas qui mérite d'avoir un poste de titulaire aujourd'hui en NBA. Voilà, et on est forcément très attaché à lui pour ça. C'est un Titi Blazer, c'est un joueur qui aime bien se biffer aussi, qui trash talk un peu, c'est un joueur qui va se tuer sur le terrain. Voilà, c'est vraiment le genre de joueur qu'on aime en fait, et qui fait que en moins de 3 saisons, il est devenu vraiment le chouchou, je pense, de cette Blazers Nation. Dans ton dernier article, Enzo, il y a une expression qui m'a fait beaucoup rire. Tu qualifiais tu parlais de JTJ en disant qu'il avait le flegme hilarant. Est-ce que décris-nous un peu comment tu ressentais Gary Trent Jr., ce qu'il dégageait à la fois sur le terrain mais aussi en dehors? Moi, ce que je retiens de lui, c'est la raison pour laquelle Stotts lui a autant fait confiance, c'est sa grinta, sa défense, le fait qu'il était tout le temps, constamment les fesses à terre, prêt à tenir son joueur en mission envoyée ou par lui ou par le coach contre un joueur adverse. Il essayait de l'éteindre, il essayait de l'arrêter, le distraire. Il y avait même du bif. Des fois, on le voyait avec Russell Westbrook. Je me souviens cette année, ou même l'année dernière, il y avait 2-3 moments où ça se tendait un peu, ça répondait shoot pour shoot. Et ouais, et même il prend feu offensivement. Et puis même il a une tête, un visage qui est toujours justement, quand je parle de flegme, il est l'air apathique, on dirait qu'il est défoncé constamment. Ouais, voilà. Mais du coup, il était très attachant, et puis même il a réussi à s'affirmer. En fait, même c'est le fait de voir un joueur éclore qui moi m'a beaucoup plu, et que ce soit à Portland encore plus. Là, justement, en la personne d'Omran Powell, on reçoit exactement le même profil, c'est-à-dire un joueur qui a éclos dans son équipe et qui finalement a été trade. Donc non, évidemment, très attaché, et puis normal qu'il soit devenu le chouchou des Blazers en 2 ans. Espérons qu'il le soit maintenant chez les Raptors ou sa prochaine équipe. Ouais, c'est vrai que Gary a conquis le cœur des fans. On aime bien s'attacher à nos jeunes joueurs, les voir grandir avec entre guillemets avec nous, les voir éclore, les voir passer par des moments difficiles et puis ensuite progresser petit à petit. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me posais une question. C'est encore un joueur qu'on a drafté au second tour qui part à la fin de son contrat rookie. Quand je mentionne cet aspect, je pense à des joueurs comme Jake Layman qui est maintenant à Minnesota, Pat Connaughton qui est à Milwaukee. Il y a plus longtemps, Will Barton qui est parti. À l'époque, on l'a plutôt laissé partir. Mais Adrien, est-ce qu'il y a un petit regret au final d'à chaque fois développer ces joueurs entre guillemets pour les autres équipes et qu'on n'en gagne pas les fruits à la fin?
Ouais, il y a du regret forcément parce que c'est des joueurs qu'on accompagne, c'est des joueurs qu'on développe et c'est des joueurs qu'on récupère pour pas cher parce qu'on les récupère avec des seconds tours et finalement ils finissent tous par éclore dans d'autres franchises hein, comme avec tous les joueurs que tu as cités et qui deviennent même des joueurs avec des vrais rôles. Hein. Je pense à Pat Connaughton, Jake Layman, même Minnesota et tous ceux que tu as cités. Donc ça fait un peu mal. Après, voilà. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont principalement sur le poste d'arrière et quand tu as une traction arrière qui est Lillard et McCollum, c'est vraiment dur de donner des contrats conséquents à ces joueurs-là. Après, quand on l'a fait une fois avec Allen Crabbe, comme Romain le soulignait sur l'épisode qu'on a enregistré avec lui, et on a vu comment ça a terminé avec Allen Crabbe. Donc, c'est toujours compliqué de donner des gros contrats quand c'est des joueurs à qui on ne peut pas offrir un temps de jeu similaire au contrat auquel ils prétendent. Donc, comme c'est le cas avec Gary, hein, c'est pour la raison pour laquelle il est parti, c'est parce on ne pouvait pas le re-signer à la fin de la saison, on n'allait pas pouvoir s'aligner sur les offres qui vont certainement tomber. Donc voilà, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Hein. Bref, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que c'est plutôt des. Alors, j'y suis peut-être un peu fort en disant c'est des choix plutôt contraints parce qu'on avait là, ces dernières années, une masse salariale qui faisait qu'on pouvait pas forcément re-signer tout le monde, même si on aurait bien voulu. On voulait peut-être des joueurs qui apportent d'autres choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Après, sur leur période, voilà, ils ont tous apporté quelque chose et c'est au final le principal. Déjà, quand ta second choix de draft, il apporte quelque chose durant son passage de contrat rookie, c'est pas c'est pas forcément si évident que ça. Donc au moins, Portland arrive à optimiser ses contrats rookies. Donc voilà, ce que je peux vous proposer, c'est que maintenant on parle du nouvel arrivant, Norman Powell, qui fait donc son arrivée dans l'Oregon. Il s'inscrit désormais dans le présent de Portland, le futur. On ne sait pas encore, on va en discuter avec vous, messieurs. Alors pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'est un tort, mais je vais quand même vous faire une rapide présentation du garçon. Il a donc, tu le disais Enzo, il a été drafté par les Raptors. Il a fait un cursus complet à UCLA. C'était même il me semble qu'à l'époque, il avait une sacrée réputation déjà à l'université. Et il a donc passé 5 saisons. Donc il a une expérience de 5 saisons dans la ligue avec Toronto, qui est un peu voilà comme Gary. Les Canadiens l'ont vu grandir au fil du temps. Donc c'est un arrière scoreur, dynamique, qui est à peu près capable de faire tout sur un parquet de basket et c'est ça qui va être assez intéressant pour Portland et qui surtout cette année réalise sa meilleure saison en carrière, on peut le dire facilement. Enzo, pour commencer, c'était quoi ton premier sentiment en voyant que Portland a fait ce trade? Il y avait quelques rumeurs sur Norman Powell qui circulaient, mais c'était pas forcément la cible, la target numéro 1. On parlait beaucoup d'Aaron Gordon, qui au final a rejoint un concurrent des Blazers. Mais toi, c'était quoi ton premier sentiment en voyant que Norman Powell faisait son arrivée à Portland? En dehors de la contrepartie qu'on a dû envoyer, j'étais surtout surpris on ait réussi à se positionner pour Norman Powell. Je pensais qu'on beaucoup plus d'équipes qui étaient au classement l'aurait cherché pour plus. Et j'étais très surpris qu'on l'ait. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul champion, le seul joueur sacré chez nous. Donc Ouais. en vrai, ça reste un très bon ajout et qui, comme l'ont dit les commentateurs de Portland dans les derniers matchs, il s'inscrit déjà dans la mentalité Rip City, Portland, etc. Il peut y avoir un très très bon fit avec Lillard, McCollum. Il sait jouer, en fait, en soi, j'ai l'impression que c'est un Gary Trent Jr. qui serait arrivé à un peu plus de maturité. C'est-à-dire il sait déjà créer son jeu. Il a un meilleur dribble, il sait mieux poser le ballon. Son tir, il est tout aussi assuré, il est tout aussi, Surtout cette saison. bon. Ouais, surtout cette saison où justement, je crois que cette saison, il aurait pu concourir pour le titre de 6e homme de l'année s'il n'avait pas été autant titulaire et s'il n'y avait pas eu un Jordan Clarkson premier de conférence. Mais non, en vérité, pour moi, c'était un bon trade. Triste, mais bon trade. Et je trouve que Enzo, tu le résumes parfaitement. J'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, Adrien, mais que Portland a pris un joueur,
un prix légal de Gary Trent Jr., mais qui est plus fort dans tous les secteurs du jeu à peu près. Bon, shoot, on va dire que ça s'équivaut, mais sur la défense, sur le playmaking, sur le dribble, enfin bref, sur l'attaque du cercle, il fait tout un peu mieux que Gary Trent Jr. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est ça, c'est exactement le même ressenti que j'ai eu moi sur ce trade-là. C'est un joueur qui, comme Gary, est en constante progression depuis son arrivée en NBA. Quand tu regardes ses stats, c'est tous les ans, il a un meilleur pourcentage à 3 points, il met plus de points et il est sur une saison. Il partait sur des bases pour être sixième homme de l'année, comme l'a dit Enzo, mais là où il s'est vraiment fait remarquer à Toronto, c'est quand il a pris sa place dans le 5 majeur. Il a joué ses 28 derniers matchs à Toronto dans le 5 et il a des pourcentages qui sont juste incroyables. Il tourne à 23,5 points de moyenne, à 54% au tir, à 45% à 3 points et à 86% en lancer franc. Bon, là, sur ces 2 premiers matchs avec Portland, il a 50% en lancer franc. Je crois qu'il en a déjà raté beaucoup, notamment dans le Money Time hier contre son ancienne équipe. Mais c'est un joueur qui a des pourcentages juste incroyables, quoi. 54, 45, 86 avec un volume aussi important. C'est un des joueurs qui il prend aussi beaucoup de tirs. Il tire pas beaucoup de lancers francs, mais il prend aussi beaucoup de tirs. Il est très adroit. On l'a vu sur ses 2 premiers matchs avec Portland. C'est quand même très costaud. Et c'est un profil similaire à celui de Gary Trent Jr. Maintenant, il est plus expérimenté. Il a une bague, comme l'a dit Enzo, et ça c'est important dans la configuration dans laquelle on est actuel, avec où on est en win now clairement, et il faut penser à cette saison. Donc voilà, c'est un joueur qui est expérimenté et c'est un joueur qui, même s'il est petit de taille, il a annoncé un 91. C'est un joueur qui a une excellente détente et qui a surtout une très très grande allonge. Il a 2,11 m d'allonge, donc c'est quasiment autant que LeBron. Par exemple, CJ, qui est un tout petit peu plus grand que Norman Powell, il a 1,99 m d'allonge. Donc Norman Powell a vraiment des bras immenses qui lui permettent de défendre très, très convenablement des 2, voire des 3 aujourd'hui. Donc moi, je pense que c'est un 5 de départ, même si Stotts a dit que le 5 avec Powell et Covington et Nurkic, c'était pas le 5. Enfin, il a dit qu'il avait fait jouer avant tout parce que c'était contre son ancienne équipe. Donc on ne sait pas si ça va être notre 5 majeur le reste de la saison, mais en tout cas voilà, en tout cas ça reste une option pour jouer avec CJ McCollum et Damian Lillard ou avec un des deux, pas sans les deux parce qu'on en aura toujours un des deux, mais en tout cas voilà, il nous offre beaucoup d'options et c'est un joueur expérimenté, donc c'est une très bonne chose. C'est un vrai upgrade en fait, donc c'est pour ça que je suis content du trade. Ouais, c'est pour ça qu'on pouvait se satisfaire. Portland a pris un vrai bon joueur de basket et c'est vrai que tu le mentionnais, c'est intéressant et quand on discutait avec ceux qui suivent Toronto toute l'année, c'est vrai qu'il y a une véritable différence entre le Norman Powell du 5 majeur et le Norman Powell remplaçant. Alors, il savait pas trop comment l'expliquer. Peut-être pour le joueur, je sais pas, des fois il y a selon les line-up avec lesquels il était peut-être aligné, il se sentait moins bien, il avait moins ses opportunités de tir. Mais justement, à Portland, ce qui est intéressant, c'est que normalement, c'est en tout cas ce qu'on a déjà pu voir sur les 2 premiers matchs et ce qui se dessine pour l'avenir, c'est la volonté d'intégrer Norman Powell aux côtés de Damian Lillard et de CJ McCollum. Alors peut-être avant de parler de ce nouveau trio, on va dire à Portland, peut-être dire ce que fait vraiment de bien sur un terrain de basket Norman Powell. Alors on a parlé de ses pourcentages au tir, mais vraiment quels sont les secteurs où il excelle et quelle différence il va apporter, quel ajout supplémentaire il va faire par rapport à un Gary, par rapport à un Rodney, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter et compléter entre guillemets pour l'effectif de Terry Stotts, Enzo. Par rapport à Gary, pour moi, c'est évident, c'est le playmaking. Il a beaucoup plus le profil de slasher que Gary. Il arrive à aller de lui-même au cercle, à crosser son joueur, à pouvoir le passer, puis même pouvoir faire la passe derrière, ce que Gary était payé un peu à faire. Donc non, pour moi c'est le playmaking qui va soulager Lillard et CJ qui seront constamment entrappés parce que c'est les 2 seuls créateurs de l'équipe, avec Anthony Simons qui a un peu plus de mal, mais voilà, il arrive quand même. Donc non, en vérité c'est surtout cet aspect-là sur lequel moi je vais regarder, je vais me concentrer. Parce que tout le reste, en attendant, je lui fais confiance, que ce soit la défense ou son pourcentage au tir. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et toi, de ton côté, Adrien, t'es sur la même lignée ou tu as un autre point qui t'intéresse dans le jeu de Norman Powell?
je pense qu'il n'y a pas vraiment de secteur du jeu où Norman va vraiment nous apporter quelque chose de différent de Gary, si ce n'est sur le côté explosivité, même si Gary, c'est pas le joueur le moins explosif de la Terre, mais Norman est quand même beaucoup plus explosif sur transition aussi, beaucoup sur transition. Comme l'a dit Enzo, c'est un slasher, c'est un joueur qui est très très explosif, qui fait, je pense, plus d'interceptions que Gary, mais il n'y a pas vraiment de secteur, je pense, où il va vraiment nous être bien différent de Gary. Je pense qu'il fait tout mieux en fait. Je pense qu'il fait tout mieux. Je pense qu'il shoot de manière, je pense qu'il shoot mieux. Je pense qu'il défend mieux. Je pense que voilà, je pense que tout ce que nous apporte Gary, Norman va nous apporter de manière plus constante. C'est un joueur qui sur ses 28 derniers matchs à Toronto, pardon, c'est 23,5 points de moyenne. Donc c'est quand même un volume qui est quand même très très important. Gary, il a quand même sur ces derniers matchs à Portland, il avait quand même du moins bien. Il a eu des grosses phases où il y avait beaucoup de bien, mais aussi du moins bien. Là, Norman, on a un joueur qui est capable de nous mettre 20 points à tous les soirs, quoi. Donc il va nous apporter ce que faisait Gary, mais de manière plus efficace selon moi et beaucoup plus constante. Et aussi de l'expérience, parce que pour l'instant, on est encore sur de la saison régulière, mais quand on va arriver en playoff, l'expérience de Norman Powell, elle va compter forcément. Ouais, et puis voilà, Norman Powell, c'est un véritable scoreur né. C'était là, cette saison, c'est tout simplement l'un des meilleurs scoreurs. Vous l'avez dit, il aurait pu concourir pour un titre de meilleur 6e homme de l'année. Il y avait quand même un point que je trouve très intéressant avec Norman Powell et qui va apporter dans une équipe qui manque de cela justement. J'ai vu que 32% de ses paniers inscrits, enfin 32%, pardon, de ses paniers tentés cette saison sont dans la restricted area, donc la zone toute proche du cercle. Et à titre de comparaison, Lillard, cette saison, c'est 26% de ses tirs qui sont pris au cercle. Et c'est vraiment quelque chose qui manque à Portland cette saison, quelqu'un capable d'attaquer le cercle avec, voilà, vous l'avez dit, c'est quelqu'un de beaucoup plus explosif que Gary. Il a aussi une allonge qui lui permet aussi d'aller chercher ses tirs au panier. Et je trouve que ça va permettre un peu plus de variété dans le jeu de Portland. Il y a des matchs où on se retrouve à ne faire que shooter à 3 points. Et ben Norman Powell va peut-être pouvoir apporter cette alternance en allant dans la peinture, en allant aussi chercher des fautes, parce que c'est un joueur qui a du coffre, qui peut aller chercher des lancers francs. Il en prend 4 par match cette saison. Enfin, il en tente 4 par match cette saison. C'est déjà mieux que McCollum. Donc voilà. Et après, je me tairai parce que voilà, je parle déjà trop pour être un présentateur. Mais aussi dans son tir à 3 points, c'est vrai que je trouve on a beaucoup de shooters à 3 points dans l'équipe, mais on en a peu qui peuvent shooter dans les corners. Gary, c'est plutôt quelqu'un qui met tirer de loin vers le milieu. Covington, c'est plutôt un joueur qui tire à 45. J'ai envie de dire que dans l'équipe, il y a que John Jr. qui tente dans le corner et il y avait Rodney. Mais vu qu'il en mettait pas un dedans, bon bah voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un secteur dans lequel il excelle et qui va vraiment apporter une autre dimension à Portland, mais c'est plein de petites choses, comme tu le disais, Adrien, plein de petites choses qui fait un peu mieux que Gary, qui doit permettre à cette équipe de Portland d'être un peu meilleure. Powell and his first bucket as a Blazer is a pretty one as he sticks the jumper. Powell with the defense, strips it from Trent Jr. and Powell with the throwdown, and the Blazers take the lead as Powell. Donc maintenant, après avoir un peu dressé le portrait du joueur qu'est Norman Powell, il y a une question qui se pose et qui va déterminer un peu de la réussite du joueur à Portland. C'est son association avec Damian Lillard et CJ McCollum. Alors, on a souvent voulu cet ailier fantasmé pour entourer notre bas de courte. Alors, on n'a pas vraiment d'ailier, c'est plutôt un arrière-ailier qui va pouvoir dépanner sur le poste. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette association ? Apparemment, on s'y dirige, même si voilà, Terry Stotts brouille peut-être un peu les cartes pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous la trouvez viable ? Est-ce qu'il y a quand même des petits défauts qui vont arriver au fur et à mesure de temps ? Vas-y Enzo, donne-nous ton avis sur entre guillemets le nouveau trio des Blazers. Alors là, je vais être un petit peu plus dithyrambique parce que j'ai plus l'impression qu'on devrait le laisser sur le banc personnellement. Même s'il est très bon, très complémentaire, que ce soit dans son profil ou de ce qu'on a vu
avec Lillard et CJ. Euh, il est Moi, c'est la perte de Derrick Jones Jr. dans le 5 et le fait qu'il aille sur le banc qui me fait plus hésiter. Parce il a un peu plus le profil de créateur, dans un sens. Il fait un peu plus petit, enfin, il fait plus petit pour les ailiers qu'il devra défendre, quand il sera en 3. Et même, en fait, ça nous amène un peu plus, on perd de la créativité sur le banc et on a moins cet effet, alley-oop en folie avec Derrick Jones Jr. C'est-à-dire l'effet où on peut juste lui faire la passe et il va continuer à cutter et on va essayer d'avoir du jeu au milieu. Euh, Là avec Norman Powell, ça peut être un très bon 5, mais on perdra du banc selon moi. Du coup, je suis un peu plus mitigé, disons. Ouais, c'est vrai que ça s'est vu. Alors, l'échantillon, voilà, il y a quasiment pas d'échantillon, mais on a vu que sur le match à Toronto, quand on voit, alors je sais plus, là j'ai plus le nombre de tirs en tête, mais je crois qu'il tente 6 tirs face à Toronto, Norman Powell, quelque chose de cet ordre Ouais, d'idée-là. dans ce sens-là, ouais, je crois que c'est ça. Donc on peut se dire que c'est un petit peu frustrant de se dire que Norman Powell ne prend que 6 tirs dans un match. Alors il shoot des lancers aussi, donc il y a plus de possession entre guillemets, il fait action de jeu, mais voilà, est-ce que ça va pas, voilà. Enzo soulève ce point. Peut-être qu'il aurait plus de ballons en sortant du banc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Adrien? Est-ce que tu es un peu du même avis ou non comment dire, la progression des Blazers passera par le fait que Portland puisse jouer avec les trois en même temps sur le terrain. Je pense que ça va dépendre de l'opposition. Comme a dit Enzo, si on se retrouve avec des 5 qui ont 2 ailiers typiquement les Clippers, si on se retrouve avec sur les ailes Kawhi Leonard et Paul George, c'est compliqué de mettre Norman Powell sur un des deux. Parce qu'en termes de taille, clairement, il y a vraiment un gros différentiel. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui jouent très petit en NBA et en fonction de l'opposition, tu peux mettre Norman Powell comme c'était le cas hier contre les Raptors. Euh, En tout cas, ça fait beaucoup d'options pour Terry Stotts et pas mal de solutions. Et c'est intéressant. Je pense qu'en playoff, on aura quand même beaucoup de séquences avec Lillard, McCollum et Norman Powell, notamment sur les fins de match. Mais voilà. Là, aujourd'hui, moi, je préfère avoir Norman Powell sur le terrain avec Damian Lillard. Hier, il prend peu de shoot, mais étonnamment, il a passé plus de temps, je trouve, avec la seconde unit qu'avec le 5 majeur parce qu'il prend 2 fautes très rapides. Et ensuite, on le revoit avec la seconde unit. Et moi, je suis complètement d'accord avec Enzo sur le fait que c'est peut-être le 3e meilleur créateur de l'équipe et que c'est aussi important de le voir. Pas toujours avec Dame et CJ. Le problème, c'est que cette saison, enfin pas que cette saison, mais la second unit, c'est quand même. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le jeu qui est proposé par la second unit cette année et depuis pas mal de saisons. Donc, si c'est pour le mettre en second unit avec soit CJ, donc CJ en l'occurrence, parce que quand il est avec Dame, ça ne pose pas de problème, mais s'il se retrouve avec CJ, avec Melo, et qu'on se retrouve à faire du ISO CJ, ISO Melo, et qu'il est sous-utilisé, ça, je suis pas fan. Mais si vraiment Stotts arrive à créer une seconde unit qui se met enfin à jouer et que Norman peut en être la clé avec beaucoup de responsabilités, ça, je demande qu'à voir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Norman ou pas Norman, on aura toujours soit McCollum, soit Lillard sur le terrain. Et donc voilà, il sera pas seul quoi. Il sera soit avec CJ, soit avec Dame. Maintenant, CJ, c'est pas un mec qui va beaucoup créer pour les autres, mais voilà. En tout cas, je trouve que ça offre beaucoup de possibilités et que en fonction du match-up, Stotts s'adaptera au temps de jeu de Norman Powell et que, en tout cas, il peut régler beaucoup de problèmes pour notre second unit, ça c'est sûr. Et peut-être si on regarde l'autre versant de la pièce, le fait de placer Norman Powell dans 5 majeur, du coup ça propulse Derrick Jones Jr. en seconde unit. Et est-ce que ça permettrait pas, alors voilà, on a vu que la seconde unit, il y avait des problèmes en attaque, mais aussi beaucoup de problèmes en défense. Quand on aligne Carmelo Anthony et Enes Kanter ensemble, bah forcément ta défense en prend un coup. Est-ce que ça permettrait pas de donner un peu de liant, de mettre un bon défenseur avec les joueurs du banc? Est-ce que ça permettrait pas on va dire, que défensivement, il y ait moins de différence de niveau et que, par exemple, les problématiques d'Enes Kanter soient entre guillemets résolues. En plus, Derrick Jones Jr., c'est un joueur qui peut être sur l'extérieur, c'est un joueur qui peut venir compenser à l'intérieur. Est-ce que ça ne résoudrait pas quelques problèmes, Enzo?
Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que Derrick Jones Jr. est bon en défense, mais parce qu'il a un très bon tandem avec Robert Covington. Et c'est un tandem qui se connaît maintenant. C'est un tandem qui fonctionne assez bien. Là, par exemple, je me souviens d'une action hier, je crois que c'est Siakam, mais je dis peut-être des bêtises, qui va au lay-up et Robert Covington le contre, mais on voit très bien que si la balle elle est un peu plus haut, Derrick Jones Jr. était là pour le contrer aussi. Ils arrivent à très bien s'entendre, à très bien défendre tous les deux, ils se connaissent et j'ai l'impression qu'on y perdrait. On perdrait aussi en liant en fait dans un effectif qui est censé se connaître. Et ouais, d'ailleurs, vous avez soulevé le point comme quoi on a aligné Powell dans le 5 parce ils avaient trois gardes, une line-up avec 3 gardes, mais justement Laurie était out finalement. Mais Powell était quand même dans le 5. Du coup, je sais pas, moi qui ai déjà de gros problèmes avec Stott cette année avec le coaching, j'étais un peu perdu. Et du coup, justement, je suis un peu circonspect. C'est-à-dire que la défense, je vois pas. J'ai l'impression limite qu'on y perdrait un peu plus en défense. Et en fait, on y gagnerait en attaque. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Sachant que là, depuis le All-Star Break, j'ai vu qu'on était premier au offensive rating, mais dernier au defensive rating. Est-ce que ce qu'on veut, c'est mettre plus de shoots et moins défendre? Je sais pas. Je suis plus partisan de le laisser sur le banc, personnellement. En fait, pour Derrick Jones Jr., je pense qu'au-delà de la défense, en attaque, il existerait beaucoup, enfin, il existe beaucoup mieux avec Lillard sur le terrain. Si t'as pas Lillard sur le terrain, tu perds énormément de production offensive de Derrick Jones Jr. Et avec l'ajout de Nurkic, dont on va parler un peu plus en détail juste après, et avec sa vision de jeu sur les cuts de Jones à 0, voilà, en fait, je pense qu'il peut vraiment être hyper intéressant à l'ajout de Nurkic. Donc le sortir du 5 majeur, t'as pas une si bonne idée que ça. Après, moi, je suis pas tellement en mode, ok, t'as le 5 majeur, t'as la sect, parce que il y a 2 joueurs qui sortent, il y a 2 joueurs qui rentrent, il y a 2 joueurs qui sortent, il y a 2 joueurs qui rentrent. On n'a pas un 5 majeur fixe et une second unit fixe. Voilà. Donc, moi, ça offre pas mal de possibilités à Terry Stotts. Je pense que ça peut être qu'un plus. Maintenant, c'est à lui de faire le taf. On l'attend au tournant dans tous les cas. Hein. De toute façon, on l'a dit, hein, cette saison, il est en danger plus que jamais. Il joue son taf, hein, clairement. Et là, on va l'attendre au tournant parce qu'il a les cartes en main pour faire quelque chose de beau, en tout cas. Et je reviens sur la déclaration qu'il a faite, que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a dit qu'il faisait starter Norman Powell parce que c'était son en face avant tout. On ne sait pas s'il jouait un peu avec les journalistes ou quoi. Mais voilà, en tout cas, on attend de voir là. On n'est pas encore fixé. On n'a vu qu'un seul match de Norman Powell avec Portland, donc c'est un peu dur pour juger. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça laisse quand même beaucoup de possibilités à Terry Stotts et que c'est une bonne chose. Ouais, l'entraîneur des Blazers compte peut-être sur le fait que Nurkic soit de retour pour un peu compenser du coup, la sortie de Derrick Jones Jr. du 5 majeur. Mais oui, comme tu l'as dit, on s'attarde beaucoup sur 5 et remplaçant. Mais en vrai, au fur et à mesure du match, il y a des changements de rotation. Les line-up, elles sont pas aussi figées que ça. Et donc voilà, bon, c'était juste une remarque parce que c'est quand même quand on enlève un joueur de son 5 majeur, c'est quand même une forte décision, sachant que Stott, c'est pas forcément et quelqu'un qui reste souvent sur la même lignée. Donc quand il y a un changement, c'est quand même notable. Mais je me disais pour terminer là sur Norman Powell, est-ce que son véritable impact, on le verra pas en playoff? Parce que le but, on va pas se le cacher, de faire jouer Norman Powell aux côtés du backcourt, c'est pour résoudre un des problèmes chroniques des Blazers les dernières saisons. Le fait que quand Lillard et McCollum sont entre guillemets bien contenus, qu'il n'y ait pas cette troisième option capable de sanctionner. Et justement, sur le profil qu'on a décrit, ce joueur qui est capable d'attaquer le cercle, qui est capable de temps en temps de prendre des décisions, est-ce qu'on n'a pas ce joueur, alors je ne vais pas dire Idoine parce qu'il y a des problématiques, on l'a dit, il est un peu petit pour le poste 3, mais est-ce qu'il ne coche pas des cases qu'on n'avait pas forcément à l'époque, Enzo? Alors ça, par contre, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que on a vu dans les dernières séries de playoffs, on a souvent vu, par exemple, je me souviens de la dernière contre les Lakers où Lillard est constamment trappé à 2 dès la ligne médiane. Et du coup, toute l'attaque était quasiment refourguée à CJ, qui est un bon passeur, mais qui joue un peu plus pour lui et qui joue même à mi-distance, qui a moins cette qualité d'organiser le jeu que Lillard a.
Et le fait d'avoir une deuxième option en soi derrière Lillard qui pourra essayer de créer un peu et de poser le jeu, de savoir créer du mouvement et du jeu en fait. Ouais, et puis tout simplement Je suis complètement sanctionner d'accord. les choix Ouais, voilà. défensifs adverses, quoi. Complètement. Et même, et justement, comme tu l'as dit, c'est son impact, on le verra vraiment en playoff parce que lui, pour le coup, il a une bague. Lui, il est allé au plus loin. Donc, non, je fais 100% confiance là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et on sait que les fans de Toronto le surnommaient Playoff Powell. Donc il y a peut-être une raison là-dessus. Le T'es vrai playoff P. C'est ce que j'allais dire. toujours un petit tacle pour Paul George, c'est un peu la tradition dans le recast. T'es d'accord aussi, Adrien? T'es sur la même ligne. On verra vraiment. Enfin, on jugera Norman Powell vraiment en playoff. Ouais, mais je pense qu'on va déjà se faire une idée de ce qu'il peut nous apporter en playoff en saison régulière. Je pense que Gary, il avait une super production avec sans McCollum. Mais Gary, avec McCollum cette saison, si on prend ses stats, c'est pas des productions. Au début de saison, il avait un peu de mal avec Dame et CJ. Et même là, avec le retour de McCollum, on l'a vu que c'était un peu compliqué. Il a besoin quand même d'avoir la balle en main, etc. Il a besoin de. Je pense que Norman, il va nous apporter constamment je pense que sur la fin de saison, là, il peut tourner à genre 18 points de moyenne. Tu vois, il nous a apporté entre 15-20 points tous les soirs avec Dame et avec CJ. Tu vois, ce qui n'était pas le cas de Gary jusqu'à maintenant. Gary, il avait besoin d'être la deuxième option derrière Dame pour pouvoir tourner avant par match. Je pense qu'avec Norman, il va nous montrer de quoi il est capable tout de suite et que ça sera les prémices avant les playoffs et que en playoffs, on verra. Mais je pense qu'on aura déjà un aperçu très rapidement. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je suis très emballé sur Norman. Pour moi, c'est un joueur extrêmement sous-coté et je pense que vraiment, ça va être un vrai plus. Pareil, il y avait la petite déception sur le coup du départ de Gary, le côté émotion qu'on a chez chaque fan, mais après avoir vu quelques-uns de ses passages avec Toronto, et là, les premiers matchs, je suis aussi assez optimiste. Je pense que Enzo est dans le même cas de figure. Donc, on verra bien comment il va se débrouiller, Norm, dans les prochaines semaines. Et on va aussi quand même parler des autres équipes, messieurs. Je voulais qu'on y accorde quelques minutes. Les mouvements des autres équipes dans la conférence Ouest. On va pas parler de tous les trades. Il y en a eu nombreux également dans la conférence Est, mais on va s'intéresser aux adversaires des Blazers, notamment dans la course au playoff. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les Nuggets sont ceux qui se sont le plus renforcés dans la conférence Ouest, Enzo? Renforcé, je sais pas. En tout cas, c'est ceux qui ont Alors, fait je le plus de rappelle, mouvements. peut-être avant de te laisser la parole, Vas-y. ils ont ramené Aaron Gordon du Magic en échangeant R.J. Hampton, Gary Harris, entre autres. Et ils ont également réussi à faire venir Javal McGee à l'intérieur pour suppléer Nikola Jokic. Et maintenant, je te laisse la parole. Donc, Javal McGee, je trouve que c'est un petit ajout intelligent, qui en vérité aurait fait plaisir à Portland. J'ai vu qu'on était un peu sur le dossier aussi. Du coup, non, c'est un bon ajout sur le banc qui pourra les embêter. Aaron Gordon, je trouve que c'est un peu plus un pari parce que j'ai l'impression qu'ils en attendent beaucoup. Ils ont même échangé Gary Harris qui était leur troisième option et ce depuis longtemps. Ils ont séparé le fameux tandem Murray-Harris. Donc c'est un peu plus un pari à voir est-ce qu'il payera ou pas ou est-ce que même il se fera sur un peu plus de temps, un peu plus d'années même, peut-être la saison prochaine. Mais oui, en tout cas, c'est ceux qui ont le plus bougé et qui essayent de faire un poche parce que sont au coude à coude avec nous, ont fait un mauvais début de saison et essayent de revenir à leur niveau qu'ils avaient avant. Est-ce que, également, Adrien, est-ce qu'on sent pas ce petit. Alors, voilà, on dit beaucoup que Aaron Gordon vient un peu supplier Jeremy Grant qu'ils ont perdu l'été dernier. Mais moi, je le vois aussi comme le fait que la conférence Ouest est assez incertaine cette saison. On ne sait pas trop qui domine vraiment. Alors, Utah est premier. Mais bon, on a la jurisprudence un peu Atlanta il y a 4-5 ans qui nous fait dire que peut-être ça sera pas suffisant pour aller au bout. Les Lakers, voilà, il y a les blessés avec LeBron James et Anthony Davis. Les Clippers, ça tâtonne un peu. Il y a les Suns cette année qui se révèlent avec Chris Paul et Devin Booker. Est-ce que là, on sent pas je vais pas dire un sentiment d'urgence parce que le trade est quand même cohérent en soi, mais est-ce que tu crois que ça va vraiment leur permettre de retrouver, parce qu'on sentait en début de saison qu'ils avaient perdu un peu leur il manquait quelque chose à cette équipe. Jeremy Grant avait fait une grosse bulle à Orlando.
il leur manquait cet ailier capable de, un peu comme nous, d'avoir cette troisième option derrière leur duo. Est-ce que tu penses que ça va les renforcer et quel impact ça peut avoir dans les confrontations directes avec Portland, le fait d'avoir ramené ce défenseur quand même qui est Aaron Gordon? Bah, c'est une bonne chose. Un joueur qui, même si à Orlando, c'était un peu compliqué ces dernières années, c'est un joueur qui étonne extrêmement convoité. Même nous, d'ailleurs, tu l'as dit plutôt dans le podcast, apparemment on était intéressés. Il y avait pas mal d'équipes sur le coup. À voir comment ça va fitter avec les Nuggets. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui est assez sous-coté, je trouve, au niveau de son shoot, qui peut peut-être devenir un joueur intéressant. Contre nous, qu'est-ce que ça change? C'est un joueur qui, je pense, peut être dangereux. Moi, j'ai pas beaucoup regardé Aaron Gordon ces dernières années, pour être honnête, mais je pense qu'on a les joueurs pour le contrer en la personne de Covington, hein, et Jones Jr. C'est un joueur qui, voilà, je pense que les je pense que les Nuggets font un upgrade, mais je pense pas que ça fasse d'eux une équipe bien meilleure qu'elle n'était avec Gary Harris, honnêtement. Et voilà, et dans l'ensemble, comme tu l'as dit, c'est une conférence Ouest qui a enfin c'est un peu étrange ces derniers temps. Il y a la blessure de LeBron James et d'Anthony Davis aux Lakers, qui vont certainement se mettre à perdre des matchs. On a aussi Luka Doncic qui est un peu touché pour les Mavericks. Voilà, nous pour l'instant, en termes de blessures, nous on est avantagés. Donc voilà, c'est pas habituel, et voilà, je pense que prions pour que ça reste comme ça, hein. Prions pour qu'on ait aucune blessure jusqu'à la fin de la saison, et si jamais on peut se faufiler dans le top 4 et avoir l'avantage du terrain, ça serait une bonne chose, mais je pense que les Nuggets, ça sera nos adversaires pour l'avantage du terrain en l'occurrence. C'est aussi des adversaires de division. J'ai pas le calendrier sous les yeux, mais il me semble qu'on va les rejouer. Donc ça sera des matchs qui vont forcément être intéressants, et en plus de ça, on a la bataille, une potentielle bataille pour le MVP entre Lillard et Jokic à la clé. Donc voilà, les Nuggets, ça va être des adversaires à surveiller sur cette deuxième partie de saison. Ouais, d'autant qu'on est vraiment au coude à coude avec les hommes du Colorado parce qu'ils sont, on a là le même bilan, je crois. Ça fait une semaine qu'on a le même bilan et qu'on fait la même chose. On perd, ils perdent, on gagne, et on est à 28-18 tous les deux. Voilà, la réciprocité est parfaite. Alors il n'y a pas eu finalement, ça n'a pas tellement bougé que ça dans la conférence Ouest, surtout, enfin, dans le haut du panier. J'avais quand même noté peut-être l'arrivée de Rajon Rondo aux Clippers. Alors c'est un mauvais souvenir pour les fans des Blazers et notamment pour Damian Lillard et CJ McCollum parce il avait rendu la vie difficile à Portland lors des playoffs il y a quelques saisons de ça, quand il jouait au Pélican à l'époque. Est-ce que là aussi, dans une potentielle match-up face aux Clippers, ce qui pourra arriver, là, les places concordent un peu pour potentiellement un premier tour face à entre guillemets, l'autre équipe de Los Angeles. Est-ce que c'est embêtant d'avoir un Rajon Rondo en face? On parle beaucoup avec lui de sa capacité à justement élever ce niveau en playoff. Est-ce que ça peut aussi poser des problèmes dans une éventuelle confrontation en playoff? Comme tu l'as dit, c'est un joueur qui a su museler Damian Lillard sur une série de playoffs. Encore une fois, j'ai pas beaucoup regardé Atlanta cette année, mais c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui fera forcément du bien sur une série de playoffs et qui va leur apporter de l'expérience. C'est un joueur qui, Rajon Rondo, n'a jamais été champion, si je dis pas si, avec les Celtics peut-être. L'année dernière. Et l'année dernière avec les Lakers, exact. C'est un joueur qui, putain, il a eu un titre avec les Celtics, un titre avec les Lakers. L'enfoiré. Ouais, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur dont tu as besoin pour un playoff push, et c'est un joueur qui peut faire du bien. Ouais, après, c'est pas le joueur qui va t'apporter, qui va te mettre 20, 30 points. Faut voir aussi quel rôle il va avoir. Je sais pas s'il va être titulaire avec Reggie Jackson qui fait de belles choses cette année. Moi, honnêtement, ça m'a étonné. Franchement, le départ de Lou Will surtout. Mais c'est un joueur qui connaît la route, donc c'est toujours important. Un joueur qui connaît la route, un joueur qui a de l'expérience, ça s'invente pas. Donc je pense que ça reste une bonne chose, même si j'ai vu passer quand même quelques messages sur un vestiaire des Clippers qui devient de plus en plus, je ne saurais pas trouver le terme, mais en tout cas voilà, avec Marcus Morris et compagnie, on les connaît, hein, de toute façon, mais voilà, je pense que c'est un bel ajout, mais
je sais pas si c'est. Moi, je pensais plus à André Drummond de Lakers comme ajout principal et qui vont peut-être changer le visage des Lakers, même s'ils ont beaucoup de blessés et que ils seront peut-être pas top 4 à la fin de la saison. Je pensais plus à André Drummond, moi, comme ajout qui va vraiment changer le visage de la conférence Ouest, en tout cas pour les playoffs. Parce que là, pour le coup, quand tu as une raquette André Drummond, Anthony Davis, c'est là que, par contre, ça va être un sacré casse-tête. Ouais, c'est vrai, on a oublié presque Drummond qui a là signé en buyout aux Lakers. Je suis pas tout à fait, je pense. Enfin, je doute de son apport aux Lakers, surtout en Ah playoff. ouais? Ah ouais? Ouais, Bah, pareil. Je t'avoue la même chose. je trouve qu'on a un peu. Alors, s'ils arrivent à à le transformer comme ils ont transformé Dwight Howard l'an dernier, c'est jackpot. Et j'ai un peu plus de doutes. Le profil est un peu différent. Il est plus jeune. Peut-être qu'il a l'envie de réclamer plus de minutes. On sait que Drummond, voilà, il a un peu tensé pour notamment dans sa propre moitié de terrain. Et c'est un peu, quand t'es pivot, s'il y a des petits problèmes, on peut que le constater nous avec Enes Kanter. Donc voilà, je sais pas. Moi, je serais plus haut sur un Rondo, justement, on a vu les Clippers l'an dernier qui étaient déçus de l'apport de Lou Williams et qui ont décidé de pas retenter l'expérience, du coup, de faire un changement. Voilà, bon, on va peut-être pas en parler plus de temps que ça. On est quand même un podcast sur Portland et parler déjà à 5 minutes des Lakers, c'est peut-être déjà beaucoup. Donc voilà, je sais pas si Enzo, tu avais une dernière équipe peut-être à mentionner, peut-être Dallas qui a fait venir DJ Redick et Nicolo Melli, il me semble, ou sinon on peut tranquillement se diriger vers la fin du podcast. Moi, c'était juste parler des Suns. J'ai vu quelques critiques en tout cas sur le fait qu'il n'ait pas bougé. Moi, je trouve ça très intelligent de leur part, très malin. Et justement, si ça peut leur permettre d'être encore un peu plus soudés et un peu plus sûrs d'eux-mêmes, grand bien leur face. Et ouais, il y a de grandes chances que eux soient les Portland et Nuggets de ces dernières années. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être la nouvelle belle histoire de la conférence Ouest. Chaque année, il y a une équipe qui tire son épingle du lot. Cette année, ça sera peut-être les Suns. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'apporter beaucoup de choses. Ça tourne très bien cette saison. Donc, parfois, il faut juste faire confiance à la continuité. Et justement, Portland va peut-être, alors pour terminer, on voulait quand même le mentionner, même si on va pas y rester très longtemps. Mais Portland va en retrouver un peu de la continuité avec Youssouf Nurkic, qui donc un peu comme Normal Powell est là depuis 2 matchs. Alors, il n'y a pas des stats ronflantes. On va juste revenir un tout petit peu sur ces 2 premiers matchs. Face au Magic, c'est 8 points, 8 rebonds, 2 passes. Et c'est quasiment la même face à Toronto, c'est 8 points, 4 rebonds et 2 passes. Donc voilà, l'apport statistique n'est pas forcément très parlant, mais on a quand même déjà pu voir l'impact défensif qu'on attend et qui manque depuis sa blessure et même depuis le début de la saison parce que Youssouf Nurkic n'était pas forcément à son niveau dès l'entame de cette saison 2020-2021, Adrien. Ouais, c'est plus ou moins la même production statistique, mais moi j'ai pas trop aimé face à Orlando. Il prend des fautes rapides, il a été très naïf, je trouve, et ça a été un peu compliqué. Mais par contre, contre les Raptors, j'ai beaucoup mieux apprécié. Et je le trouve bien. Physiquement, j'ai eu des petites remarques qui me disent j'ai lu un peu qu'il était fat, mais je trouve fat dans le bon sens en fait. Il est pas maigre et du coup, ça fait que moi je le trouve bien physiquement et il nous apporte un instinct défensif qui est quand même nettement supérieur à celui de Enes Kanter. Ça se voit quand il y en a un quand il rentre sur le terrain après lui. C'est automatique. Et même si Enes Kanter nous a fait beaucoup de bien, hein, notamment au rebond offensif, c'est assez incroyable ce qu'il nous fait cette saison. C'est vraiment un aspirateur au rebond et ça nous fait beaucoup de bien. Mais Youssouf nous apporte aussi beaucoup plus de vision de jeu, je trouve, quand il est tête de raquette sur les cuts. Et je pense que quand ça va commencer vraiment à fitter avec Robert Covington et avec Derrick Jones Jr., comme je dirais tout à l'heure, ça peut vraiment avoir un rendu très intéressant. Il va vraiment pouvoir euh, sublimer un peu ces joueurs-là et même sur le passing game, sur Rocco. Rocco qui shoot déjà à 50% à 3 points, mais avec Nurkic qui va venir s'insérer à ce 5 majeur-là, je pense qu'il va faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Pour l'instant, il est limité à 20 minutes par match, mais quand il va. Et aussi, on a vu quelques shoots à 3 points. Il en a bien sur les 2 premiers matchs. Bon, c'est pas ce qu'on va lui demander, mais ça peut être une arme qui est intéressante. On a vu qu'il a beaucoup travaillé pendant sa période de rééducation. On espère que d'ici les playoffs, il aura plus de limite de minutes.
mais très très content de revoir Nurkic, bien sûr. On a vu même qu'il s'était un peu emballé face à Toronto. Il avait pris ses 2 tirs à 3 points à la suite. Donc, bon, après, on lui a dit quand même, calme-toi, retourne dans la pâture. Tu es bien meilleur dans ce secteur. Mais c'est vrai, Enzo, peut-être pour finir sur Nurkic, et plus globalement sur les Blazers, c'est là dans les prochaines semaines, alors peut-être pas tout de suite, plutôt quand il aura entre guillemets, son temps de jeu habituel, plutôt autour des 25-28 minutes. C'est à ce moment-là qu'on pourra tirer peut-être le véritable diagnostic de la défense des Blazers, savoir quel sera son véritable visage pour là, c'est la fin de la saison régulière et également et donc la post-season. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait là en soi c'est très bizarre la chance des Blazers qui est comme ça, mais on a un très bon timing pour nos retours de blessures qui ont le temps en fait de se remettre dans le jus, de reprendre du niveau avant les playoffs. Donc bon, Nurkic, je suis un peu plus permetteur, on va dire, que Adrien permissif, pardon, qu'Adrien sur Nurkic. J'ai trouvé que justement en fait il montrait qu'il avait envie. Il voulait profiter de ces quelques minutes parce qu'il est restreint. Il a une plage de 5 minutes à chaque fois où il peut jouer. Du coup, j'ai l'impression qu'il veut juste les mettre à profit, les utiliser, etc. Et c'est pour ça justement il tente des tirs à 3 points. On l'a vu même en défense, tout simplement. Il y a un passage porteur de balle qui passe un écran. Lui est direct derrière en train de le presser et ça fait une prise à 2 et ça peut même mener à une interception. Du coup, non, je l'ai trouvé intéressant, très bon très bon, très intéressant en tout cas, et ravi de son retour. Et oui, que ce soit dans 2-3 semaines, on va pouvoir tirer le vrai diagnostic de l'état de forme dans lequel on sera, et en espérant qu'il y ait un peu plus de défense, parce que là, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai, on a de la chance que les Blazers se réveillent toujours dans les dernières minutes pour faire le push, mais c'est vrai que Nurkic, on sent, je vais pas dire plus de niaque, parce que ça se voit pas forcément dans son faciès ou dans son attitude, mais je sais pas, dans ses prises d'initiative sur le terrain, on le sent un peu plus engagé qu'en début de saison où on le sentait vraiment pas forcément dans son assiette. Là, on sent vraiment un Nurkic qui a, comme tu l'as dit, envie de faire tout simplement de faire des chiffres, d'avoir un impact sur son équipe et que celui-ci soit positif. Donc, on verra si là, Nurkic peut retrouver son rôle, entre guillemets, pas de protecteur d'arceau, mais d'encre défensive, un peu de gardien de la défense des Blazers. Donc voilà, ce sera certainement l'objet d'un épisode entre guillemets, faire ce diagnostic de la défense des Blazers. On l'a tant critiqué cette saison, il sera peut-être venu un moment le temps de faire le point et vraiment de savoir ce qu'elle vaut. Mais donc voilà, messieurs, on va le terminer cet épisode sur la trade deadline, sur ces petits mots sur Nurkic. Il fallait quand même en parler. Donc je vous remercie, messieurs, Adrien, Enzo. On dit également merci à Romain qui était là, qui a eu quelques soucis. Voilà, il sera Grosse dédicace à Romain. Gros bisous. Voilà, on pense à lui. Il sera de retour pour les prochains épisodes, hein, n'en pas douter. On va régler ces petits soucis. Et puis voilà, juste avant de nous quitter, on vous rappelle comme d'habitude, laissez-nous des commentaires, des likes que ce soit sur YouTube, les plateformes de podcast. Bref, faites en sorte que le podcast soit écouté par le plus grand nombre. Ça nous fait que plaisir et ça ne sera que bénéfique pour toute la Blazers Nation. Donc en attendant, on vous dit à dans 15 jours. Bye bye. Ciao. Ciao.